Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de prendre les rênes de cette émission pour cette toute nouvelle saison. Je vous rassure, hein, l'ambiance sera totalement détendue parce que les sujets à venir au cours de cette saison sont encore beaucoup plus fun. Cela veut dire qu'il y aura, je vous informe déjà qu'il y aura un léger changement dans le synopsis de cette émission. Vous aurez le temps de le constater à travers les nouvelles rubriques que nous allons insérer. Comme ce n'est que le début, nous allons le faire de façon très progressive. Alors, pour vous briefer très rapidement, les lundis, eh bien, nous parlerons santé, bien-être, tout ce qui tourne autour. En tout cas, les mardis, ce sera un mélange de thématiques, environnement, entreprise, développement personnel. Mais à partir de mercredi, là, ça va vous plaire encore plus. Nous allons parler de la famille, du couple et bien évidemment de la sexualité. Voilà un peu ce qui nous attend pour cette nouvelle saison. Alors, l'équipe de l'animation, à part Brunel qui a été appelée à d'autres missions, n'a pas vraiment changé. Je serai avec Modeste de Soutogbe, fidèle au poste. Bonjour, avec son foulard multicolore. Bonjour Zéla Toboula et bonjour amis téléspectateurs. C'est ça que vous allez bien? Très bien. Le repos. Vous êtes bien reposé? Oui, très bien. Parce que là, le rythme sera beaucoup plus accéléré. Hein. On essaie quand même de tenir. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, il faudrait que je dise déjà pour le thème en débat aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui touche certains enfants depuis leur formation dans le sein de leur mère. On a célébré d'ailleurs la journée dédiée à cela le 21 mars dernier. Il s'agit de la trisomie 21. Eh bien, les enfants affectés sont généralement identifiés par leur retard de croissance, le physique un peu particulier. Les causes de ce mal nous seront expliquées tout à l'heure par docteur Félicien Edon. Et comme vous le savez, quand on entend en enfant, on s'attend bien évidemment à avoir un bout de chou entre griffes normal. C'est donc toujours un choc pour les parents de prendre leur enfant et de constater qu'il a une malformation. Eh bien, comment accepter ce choc et surtout comment accepter cette maladie de son enfant et comment vivre avec, pour quel accompagnement psychologique. Nous aurons le consultant maison, Monsieur André Alirono, qui est psychologue clinicien. Il va nous expliquer cela tout à l'heure. Nous avons également aujourd'hui la chance d'avoir avec nous une mère qui a vécu cette expérience, qui d'ailleurs continue de la vivre parce qu'elle a un enfant de ce type, enfin qui a ce type, qui a cette maladie-là. Comment donc cela se passe? Elle va nous raconter un peu son expérience au cours de cette émission. Et c'est d'ailleurs une grande sœur. Il s'agit de Madame Marceline Merinto. Elle va tout nous dire. Et enfin, le dernier invité de ce plateau, il s'agit de Mireille Agenda. Elle nous est envoyée par l'ONG Chrysalide. C'est une organisation non gouvernementale qui accompagne bien, ces enfants-là, autant autistes que trisomiques. Comment cela se fait pour leur épanouissement dans la société, afin que ces enfants même acceptent leur maladie. Eh bien, elle va nous l'expliquer. Bon, il faudra que je le précise. Trisomie, est-ce une maladie? Est-ce une malformation? Est-ce un handicap? C'est Dr Edo qui va nous édifier, ou bien Modeste de Soutogbe. Oui, c'est vrai, nous ne connaissons pas grande chose de la maladie, la trisomie. On parle des chromosomes, mais c'est vrai, on l'a appris au cours du cursus scolaire, surtout en terminale. Même là, moi, je ne me rappelle plus de grandes choses. J'espère que le docteur va quand même essayer de clarifier certaines choses. Voilà, donc, sans transition, on passe au mot du jour, évidemment, qui est la trisomie, simplement. Voilà. Alors, amis téléspectateurs, Angèle Toboula, la trisomie déjà qui s'écrit T-R-I-S-O-M-I-E, la trisomie qui est un nom commun féminin. Alors, la trisomie, on le disait, c'est une anomalie chromosomique caractérisée par le fait d'une paire chromosomique remplacée par 3 chromosomes. Les Mongoliens possèdent 47 chromosomes
au lieu de 46, les chromosomes supplémentaires étaient un autosome. Il s'agit d'une trisomie résultant probablement d'une non-dysfonctionnement des deux chromosomes homologues dont un des gamètes de l'un des parents. Alors, il faut aussi rajouter que la trisomie, qui est une anomalie chromosomique, avec la présence d'un chromosome à 3 exemplaires au lieu de 2 dans toutes les cellules. Et déjà, pour parler de la trisomie, on peut toucher n'importe quel chromosome, mais les plus fréquents sont la trisomie 21, la trisomie 18 et la trisomie 13. En fait, c'est de façon aléatoire, si je dois résumer. De toutes les façons, docteur Edou va nous préciser tout à l'heure toutes les informations qu'il y a à savoir autour de la santé. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous parlons santé pour aller à la découverte de cette maladie. Et comme je vous le disais, la journée dédiée à cela a été célébrée le 21 mars dernier. Alors, merci à vous, Modeste. On va vous retrouver tout à l'heure. Bien, il y a encore à dire là-dessus. Simplement rajouter que le mot trisomie a été créé par le professeur Jérôme Lejeune, qui est composé de tri qui signifie simplement 3 et de zome qui signifie la chromosome, simplement, ou les chromosomes. D'accord. Alors, on va installer le plateau pour les débats. On aura 1h30 d'échange parce que c'est un sujet qu'il faudrait vraiment décortiquer pour mieux comprendre, cerner la chose, afin de mieux accepter ces enfants que nous rencontrons, que nous ne comprenons toujours pas parce que ce sont des enfants à besoins spécifiques et que ce sont des enfants autant normaux, toujours en griffe que les autres. Donc, on y va pour mon plateau de spécialistes, de témoins, parce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de spécialistes, c'est un terme assez, je vais dire, scientifique. Donc, il faudrait que tout le monde, le médecin va nous donner des détails et également ceux qui travaillent à l'épanouissement de ces enfants atteints pourront également donner leur expérience sur ce plateau. Donc, ce ne sera pas ensemble, ce sera pas de façon dispersée, non, on va le faire tous ensemble. Donc, à tout de suite. Sur la trisomie ce matin, mon équipe est au complet. Je vais vous présenter donc mes différents invités. Docteur Félicien Edou, qu'on ne présente plus. Bonjour docteur. Bonjour. Madame Mireille Agenda, comme je vous le disais, représente sur ce plateau l'ONG Chrysalide. Elle va mieux nous expliquer comment cette organisation travaille à l'épanouissement de ces enfants atteints de la trisomie. Madame Mireille Agenda, bonjour. Bonjour madame. Bonne arrivée chez nous. C'est la première fois. C'est vrai que nous descendons aller voir un peu vos activités, mais c'est la première fois sur ce plateau. Je pense oui. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors, le consultant maison, psychologue clinicien, bonjour André Aliron. Bonjour Michel. Bonne arrivée. Prêt pour cette nouvelle saison, j'espère? Oui, bien sûr. Voilà, merci. Et comme je le disais, Madame Marceline Merintor, elle va nous raconter sur ce plateau son expérience. Bonjour, chère consoeur. Chère grande sœur. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Voilà, on parle de la trisomie aujourd'hui, mais avant d'aller beaucoup plus en détail sur les manifestations, les symptômes, etc., nous allons comprendre la maladie. Et qui de mieux pour dire comment ils vivent cette maladie. Nous irons à la régie et suivre quelques enfants que nous avons pu interroger rapidement. Je m'appelle Ayakoun Foria. Esaïe Emeini. Nkokan. Nkokan. Wow, bravo. Voilà, c'était là quelques enfants que nous avons interrogés au niveau de l'ONG Chrysalide. Vous allez suivre les responsables tout à l'heure. Docteur, vous avez la parole. Dites-nous tout
sur la trisomie 21. C'est quoi concrètement? Merci pour le sujet, surtout la journée qui marque toujours la journée des enfants trisomiques. Si on doit définir la trisomie, on va dire simplement que c'est une maladie génétique qui est non héréditaire et due à une anomalie des chromosomes. C'est-à-dire, normalement, l'être humain a 46 chromosomes divisés en 23 paires. Et il y a 26 autosomes et puis 2 gonosomes qui marquent le sexe de l'intéressé. Maintenant, il arrive qu'au niveau des paires, qu'il y a une anomalie et qu'il y a un chromosome qui vient s'ajouter à ces chromosomes. Là, ça va créer une anomalie, ça va devenir 47 dans les cas de trisomie. Et quand ça va se retrouver à la 21e position, on va dire que ça fait trisomie 21. Donc, il faut comprendre simplement que c'est une maladie génétique due à une apparition de façon surnuméraire d'un chromosome à la position 21 et qui va modifier forcément le génome de l'intéressé avec des signes, avec des aspects particuliers qui vont accompagner cette anomalie. Donc, c'est une maladie et non un handicap. Enfin, il faudrait qu'on situe déjà pour que je sois sûr de l'expression employée. Si on doit faire que est-ce que c'est un handicap et c'est une maladie, si on va dans le sens que la maladie c'est une altération de certaines fonctions de la santé normale et qu'on voit les répercussions que cette anomalie génétique apporte sur la face ou l'intellectuel de la personne, on peut dire que c'est une maladie mais génétique. D'accord. Donc, c'est entre les deux, c'est ça? Oui, on peut se retrouver entre les deux. Donc, entre les deux. Donc, si je dis un handicap, je n'ai pas encore tort. Si je dis c'est une maladie. Ok, d'accord. Une maladie qui nous handicape. D'accord, je vais y arriver. Alors, docteur, pourquoi ils sont souvent physiquement très reconnaissables? Quand je disais que c'est une anomalie qui va forcément avoir un impact sur la personne même, c'est là vraiment que ça se manifeste, que ça montre vraiment les signes. Donc, ça montre un aspect d'abord qui est général, et après, on va venir sur les atteintes au niveau d'autres organes qui peuvent s'accompagner. Alors, lorsque vous prenez ces enfants, c'est déjà dès la naissance qu'on commence par faire le constat, qu'on commence par de façon... C'est pour ça que quand l'enfant naît, il faut toujours que l'enfant soit examiné à la naissance. Parce que c'est depuis la naissance qu'on commence par faire des remarques, des petites remarques qui nous permettent de dire attention, il se pourrait. Et qu'il faut aller jusqu'au cariotypage pour pouvoir confirmer ou pas. Alors d'abord, quand vous voyez l'enfant, quand il naît, souvent ce sont des enfants qui sont souvent apathiques, c'est-à-dire qui n'arrivent pas du tout à se mobiliser. Ils sont comme si c'était fatigués. Et ils pleurent rarement, ces enfants-là. Donc, on commence par se poser des questions, mais pourquoi l'enfant n'est pas aussi réactif comme les autres enfants qui pleurent, qui crient quand il naît? L'enfant, là, généralement, il est souvent là, tranquille, il pleure rarement. Quand on commence par voir ça, on commence par se dire, attention, est-ce que ce n'est pas une anomalie qui est à l'origine? En dehors de ça, vous voyez, quand les enfants naissent, ils sont souvent toniques, quand on les prend, mais généralement, ces enfants, quand vous les prenez, ils sont souvent un peu ramollis, de façon. Donc, on a l'impression qu'ils sont un peu hypotoniques. Et on commence par se poser également des questions. C'est vrai qu'il y a d'autres anomalies qui peuvent vous donner d'autres infections à la naissance, qui peuvent donner ça. Mais quand il n'y a pas ces différents critères-là derrière, que c'est naturellement comme ça, l'enfant est comme ça, on commence par se poser des vraies questions pour pouvoir immédiatement identifier et diagnostiquer ça dès le plus petit pour une meilleure prise en charge et pour un meilleur accompagnement pour cet enfant. Alors, lorsque je continue également, il peut arriver que dès la naissance, que le visage de l'enfant se sent, on voit comme si c'était plat. Vous voyez que le nez sort de façon saillante. Mais dans les cas de trisomie 21, on voit que le nez, l'espace, l'arête du nez, là, devient beaucoup plus plat. Là, on commence par se dire, attention, est-ce que ce n'est pas un aspect, un faciès trisomique? Il faut encore chercher d'autres éléments qui l'accompagnent pour pouvoir mieux asseoir. Mais il peut arriver que ces enfants-là, à la naissance, ne présentent aucun signe évident. Et que c'est au fur et à mesure qu'ils grandissent, qu'ils commencent par développer ces faciès trisomiques. Et qu'il faut au fur et à mesure, c'est pour ça aussi c'est très important quand l'enfant commence à grandir, il faut des consultations chez les pédiatres. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, on suit le développement psychomoteur de l'enfant, on suit les examens systématiques des nourrissons sains, ce qu'on n'a pas généralement l'habitude dans nos contextes africains, je vais dire, parce que les enfants, quand on dit que l'enfant va bien, on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Alors que pourtant c'est le moment de consulter pour qu'on appelle ça consultation des nourrissons sains. Ça nous permet de voir le développement, d'accompagner l'enfant, de voir comment l'enfant grandit. Et s'il y a une anomalie, là, on pourrait facilement détecter ces genres d'anomalies et commencer par orienter les meilleurs examens ou meilleures prises en charge pour éviter que cela impacte
le développement de l'enfant après. D'accord. Alors, vous allez vous en arrêter là. D'accord. Pour que je demande à Madame Merinton si elle se retrouve un peu dans toutes vos explications. Vous m'avez confié que vous avez aussi un enfant malade du genre. Alors, racontez-nous un peu votre expérience, Madame Marceline Merinton. Moi, j'ai eu un enfant autiste. D'accord. Il a 23 ans. Ça a été difficile pour moi de comprendre parce que l'enfant a grandi. Il grandissait sans pouvoir parler comme les autres, sans pouvoir marcher comme les autres à temps. Il a des retards et on ne pouvait pas savoir ce qu'il avait. On avait consulté des grands spécialistes pour comprendre, mais on ne savait pas ce qui se passait. Et c'est quelqu'un qui m'a juste demandé d'aller à la chrysalide. Et là, c'est là que j'ai su que mon enfant est autiste. Parce que mon enfant ne pleure pas, il ne tombe pas malade, il n'est pas comme les autres. Et il fallait que je comprenne. Et voilà, c'est à la chrysalide que Madame Claudine Lawson, c'est elle qui m'a dit, mais votre enfant présente des signes d'autisme. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que l'autisme? Qu'est-ce que c'est que je ne comprends pas? D'accord. Mais avant ça, vous savez, les enfants sont rejetés. Parce qu'on dit, mais ça, c'est une malédiction. Qu'est-ce que tu nous as fait comme enfant? Je regarde la Vous êtes rejeté, vous êtes... on n'aime pas trop s'approcher de l'enfant et tout. Parce qu'on ne le comprend pas, On ne comprend pas, en fait. Parce que la société, que ce soit un enfant autiste, que ce soit un enfant trisomique, ces enfants sont traités comme des taureaux sourds. Oui, en fait, ils sont tout de suite marginalisés. Marginalisés, voilà. D'accord. En fait, la question que je voudrais encore poser, c'est de savoir si, est-ce que vous l'avez senti depuis la grossesse ou bien c'est à la naissance que vous avez fait le constat? En fait, comment le processus de la grossesse s'est déroulé? C'était normal et puis c'est après la naissance de l'enfant que vous avez constaté ça? J'ai eu une grossesse très suivie, une grossesse normale. J'ai pas eu de stress, j'ai pas eu de problème. Tout s'est très bien passé. J'ai été entourée par mes parents, par mon mari. Tout s'est bien passé. Et j'ai accouché. C'est vrai que j'ai fait un long travail. Ok. J'ai fait un long travail, mais j'ai accouché, pas par césarienne, normalement. Et voilà. L'enfant a commencé par grandir. C'est vrai que c'est un enfant très... Pour moi, c'était un enfant très sage parce qu'il ne pleurait pas beaucoup. C'est même beaucoup de moments pris pour que les enfants ne pleurent pas beaucoup. Mais... Il mange, il dort, il ne m'inquiète pas. Mais seulement, je le sens absent. Je le sens... Quand tu l'appelles, c'est comme s'il n'est pas là. Il ne te répond pas. Mais je me suis dit que bon, c'est pas grave. De toutes les façons, j'ai un enfant sage. Et puis, il est mignon en plus. Madame Adjenda peut le dire. Ils sont toujours mignons, ces enfants. C'est vrai que le vôtre, il est autiste, mais là, on parle de trisomie. Ce sont deux maladies quand même qui se rejoignent plus. Moi, je parle sous le contrôle du médecin qui aura la parole tout à l'heure. Mais puisque la chrysalide est indexée dans ce processus-là, il faudrait d'abord donner la parole à Madame Mireille Adjenda pour nous dire un peu comment cela se fait. Parce que Madame Merinton a d'ailleurs d'abord été à la chrysalide pour qu'on lui diagnostique ce symptôme à son enfant. Est-ce à dire que vous faites dans du diagnostic jusqu'à l'accompagnement pour que l'enfant grandisse? Comment ça fonctionne chez vous, organisation non gouvernementale qui travaille donc à l'épanouissement de ces enfants, qu'ils soient trisomiques, autistes et tout le reste? Alors, généralement, le diagnostic est le fait de plusieurs spécialistes. Ce n'est pas l'apanage d'un seul spécialiste. C'est-à-dire quoi, les parents, quand même, pendant le développement de l'enfant, dans son développement psychomoteur, dans sa croissance, dans ses aptitudes, dans ses capacités, ils se rendent compte qu'en fait, l'enfant n'arrive pas à faire certaines choses selon l'âge. Et donc, quand cela arrive, les inquiétudes commencent quand même déjà à naître. Lorsque l'inquiétude arrive à un stade où ils se disent « mais non, mon enfant ne devrait pas être à cette étape, à cet âge », ils commencent à consulter le médecin. Le médecin qui est consulté est censé leur dire, voilà, par rapport au développement normal d'un enfant, votre enfant à vous est à ce stade. Et donc, les retards ou les aptitudes qui ne sont pas encore présentes peuvent s'expliquer par telle raison. Malheureusement, dans le cas des
des enfants qui ont une déficience intellectuelle, parce qu'il s'agit surtout de ça lorsqu'on parle de trisomie 21 ou lorsqu'on parle d'autisme dans certains cas généralement. Bon, dans la majorité des cas, l'autisme est souvent... l'une des conséquences de l'autisme peut être également la déficience intellectuelle. Donc, dans le cas de la trisomie 21, le parent aurait été plus à l'aise d'accompagner son enfant si très tôt on lui avait dit qu'il s'agit de telle altération chromosomique qui a pour conséquence de modifier le développement de l'enfant, de modifier les acquisitions intellectuelles, de modifier les acquisitions dans le développement moteur, dans le développement cognitif, dans le développement affectif. Et donc, le parent, il n'a pas cette information. Et lorsqu'il se retrouve généralement à envoyer son enfant à l'école, c'est à ce moment que les problèmes d'apprentissage se font voir. L'enfant n'arrive pas à mémoriser. Déjà, il n'arrive pas à traiter toutes les informations qui lui parviennent du fait qu'il a certainement une altération auditive, une altération visuelle, une altération au niveau des capacités cognitives à pouvoir retenir les informations, comprendre, traiter l'information et rendre la réponse attendue. Donc, l'enseignant qui reçoit cet enfant commence par faire savoir aux parents, il y a quelque chose qui ne va pas, l'enfant ne comprend toujours pas. Et c'est là les parents se rendent compte qu'en fait, leur enfant ne fera pas son parcours scolaire comme tous les autres enfants. C'est ce qu'on appelle les enfants à développement atypique. Et donc, parfois, malheureusement, ces enfants sont victimes de violences. C'est-à-dire quoi? Les camarades, déjà en voyant leur apparence physique différente de la leur, commencent à se moquer. En fait, c'est pratiquement du harcèlement. Ils commencent à les harceler. Donc, ce n'est pas un environnement qui aide cet enfant à être maintenu dans le système scolaire. Et le système est encore fait de sorte que c'est l'institutrice qui s'en va se plaindre au corpus pour dire que non, cet enfant, il retarde l'évolution de la classe et que le mieux, c'est que le parent aille l'amener dans une école spécialisée. Malheureusement, il n'y a pas d'école spécialisée en ce sens au Bénin pour pouvoir accueillir tous ces enfants. Ça, il faut se le dire. Donc, c'est de là que les centres comme la Chrysalide, qui ont vu le jour, accueillent ces enfants-là parce que les parents, de bouche à oreille, ont pu entendre de la part de quelqu'un que moi, je connais un centre et ils accueillent ces enfants-là. Ils font des activités avec eux en tenant compte de leur potentialité, de leur spécificité, de leur capacité et en ayant le matériel pédagogique qui puisse aider ces enfants-là à développer aussi bien ce qu'on appelle l'acquisition du schéma corporel, la latéralité, la mémoire du moment où on leur permet quand même de retenir quelques éléments simples parce qu'il faut éviter tout ce qui pourrait être complexe, de développer la motricité globale et fine, de pouvoir développer leur autonomie, c'est-à-dire être en mesure de s'habiller, de choisir ses vêtements, de porter ses chaussures, de pouvoir choisir le type d'aliment qu'il adore, de pouvoir dire oui, je préfère sortir ou je ne vais pas sortir, parce qu'on ne donne pas souvent à ces enfants-là la chance d'avoir cette autonomie. Donc, c'est ce que la Chrysalide, depuis 1998, où elle a été créée par Madame Claudine Lanson Daiso et plusieurs autres amis et parents d'enfants ayant une déficience intellectuelle se sont regroupés à mettre sur pied. La Chrysalide accompagne ces enfants-là dans tous les domaines de leur vie, au niveau de la santé, au niveau de la scolarité, au niveau de l'appareillage, parce qu'il peut arriver que ces enfants aient besoin d'être appareillés s'ils ont des problèmes orthopédiques. D'accord. Alors, vous avez été très prolixe là-dessus. Nous allons revenir tout à l'heure. Docteur, André Alironou, j'allais dire, comment on accepte ce choc psychologiquement? C'est pas aisé, hein, quand on tombe enceinte, quand on suit sa grossesse, comme Madame Menton l'a dit tout à l'heure, de façon très normale. On s'entend avoir un enfant de griffe normale, mais quand peut-être que l'enfant est diagnostiqué à la naissance, c'est forcément au prime abord un choc.
Comment elle accepte? Elle va me le dire tout à l'heure si ça a été un choc pour elle, rassurez-vous. Mais moi, je suppose, hein, étant une femme aussi, je suppose que c'est compliqué d'accepter cela. Comment accepter cet handicap de son enfant? Merci beaucoup. Je pense que la question est très pertinente. Et ça me réjouit parce que souvent, c'est dans ce sens-là qu'on prend la question. Comment, moi, en tant que parent, j'accepte le choc? Et on oublie la victime. Comment l'enfant accepte le choc? Bon, lui, il est un peu parce que enfant. pour lui, je vais peut-être prendre un exemple tout à l'heure, on va voir qui est plus choqué. Est-ce vous, parent, ou l'enfant? Mais comme les prédécesseurs l'ont dit, hein, dans le développement, il faut comprendre tout simplement, je vais revenir sur un fait capital. Oui. On a dit c'est une maladie. Le docteur a bien expliqué. C'est une maladie. C'est pas de la faute des parents, c'est pas de la faute de l'enfant, et mieux encore, c'est pas une malédiction. C'est pas un mauvais sort qu'on a jeté à la famille, au père ou à la mère, au grand-père qui s'est retrouvé sur l'enfant. C'est pas du tout ça. Et l'enfant, malheureusement, a hérité d'une anomalie. Il a besoin d'être accompagné. Comment on accepte le choc? C'est déjà que les parents se mettent à l'école de la compréhension. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils se renseignent, qu'ils apprennent sur, j'ai envie de dire, le problème. Ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'est? Et Madame Mentor peut-être va nous démentir tout à l'heure, mais dès qu'elle a eu plus accès à l'information, qu'elle a compris ce que son enfant vivait, je crois qu'elle a mieux trouvé les moyens de l'accompagner. Parce que le problème se trouve là. Tout à l'heure, la collègue Mireille disait que l'enfant est victimisé, maltraité, marginalisé, tout ce qu'on veut, dans son milieu scolaire, j'ai envie de dire aussi dans son milieu familial. Souvent pour les moments, encore que pour celles que j'ai vues, c'est pas facile à accepter. On s'irrite très facilement. Mais on se dit même quand les contextes sociologiques se mélangent dedans, on se dit même que c'est certainement la maman a fait quelque chose, que c'est la répercussion. C'est pour ça que je suis revenu sur le fait que c'est pas une maladie, c'est pas une malédiction. Il faut totalement sauter ça dans la tête. Il faut enlever ça totalement de la tête et savoir que cet enfant que j'ai envie de dire, excusez-moi beaucoup, faut pas aussi, on va peut-être apprendre à dire, c'est pas que c'est pas un enfant anormal, c'est pas un enfant anormal, c'est un enfant normal. Normal dans son monde. Ça, il faut qu'on apprenne à se le dire. Il est normal, il a hérité d'un patrimoine génétique. On est tous là. En quoi je suis plus normal que madame? En quoi je suis plus normal que vous? On n'a pas les mêmes patrimoines. Il a aussi son patrimoine. Donc, c'est à nous de nous mettre à son niveau pour pouvoir décoder sa communication et nous mettre en relation avec lui. Je disais tout à l'heure, je vais donner un exemple simple aux parents et à l'entourage pour comprendre un peu. C'est comme si on prend un nouveau-né, un enfant, un nouveau-né, un bébé, et puis à peine 6 mois, 8 mois, on va le jeter dans la jungle au milieu des animaux. Les premiers animaux qui vont s'approcher de lui vont être les animaux bébés. Sans filtre, rien, que ce soit lionceau, quoi, ils vont s'approcher, jouer avec. Mais les animaux adultes, poussés par leur curiosité, vont être agressifs. Pour ceux qui vont en voir une menace. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec nous. Parce qu'on voit quelque chose de nouveau, on ne prend pas la peine, en tant qu'être humain, de comprendre. Et ça, malheureusement, ça part des parents géniteurs. C'est là le choc. Parce qu'il ne prend pas le temps lui-même d'observer, d'écouter, mais tout de suite, comme c'est pas ce que j'attendais, comme c'est pas comme pour les autres, mais en quoi pour toi va être comme pour les autres? Donc, on parlait tout à l'heure
et j'ai bien apprécié le développement de Mireille qui disait, on leur apprend à être autonomes. Et ça veut dire que ces enfants, s'ils sont suivis de façon spécifique, comme nous tous d'ailleurs, ils vont avoir leur autonomie, ils vont avoir une certaine manière de communiquer, ils vont avoir leur sens relationnel de vie et ils vont pouvoir quand même être à leur manière utiles à la société, à leur famille. C'est vrai qu'il y a des cas vraiment exceptionnels où voilà, ils sont totalement cloués dans une chaise ou alités, etc. Mais bon, dans ces cas-là, on peut dire exception. D'accord. Mais pour ceux qui ont encore le sens de la vie, qui marchent encore ou qui ont des expressions, il faut qu'on apprenne à communiquer avec eux. Donc, si je comprends, pour l'accepter, il faut chercher à comprendre. Il faut écouter, il faut chercher à comprendre. Et là, on s'oriente vers peut-être les spécialistes qui vont mieux vous expliquer le mal dont souffre votre enfant. Le plus grand appui, le plus grand accompagnement vient du milieu familial. Oui. Donc, c'est pas que en fait, la charge de la mère, parce que tout repose finalement sur elle. Il faut beaucoup de patience certainement pour supporter, pour accompagner ces enfants-là. Parents, enfants. Moi, j'ai vu un cas tout dernièrement où celle qui communique le mieux avec la fille, c'est sa soeur. Il y a des cas comme ça. C'est pas la mère, c'est pas... Et tous sont là, hein. Mais celle qui la comprend mieux, qui souvent est en conflit avec elle d'ailleurs, mais qu'elle aime plus que tout, c'est sa soeur, c'est sa grande soeur. Donc, c'est pas une charge de maman parce que c'est elle qui a porté une grossesse de 9 mois qui nous a sorti ça, excusez-moi, hein, qui nous a sorti ça. Donc, papa se désengage, c'est à elle de s'en occuper et puis ça devient encore pour elle une autre charge, un autre poids. Psychologique. Et difficile pour elle parce que déjà, le premier choc, peut-être madame va me démentir, hein, c'est que si je fais encore un autre, est-ce que ça va pas être le même cas? La femme porte déjà ça. Donc, elle a besoin de l'homme pour accompagner. Et quand tous, on comprend et que les enfants, d'abord, je reste dans le cercle familial, les enfants accompagnent et acceptent leur soeur. J'ai dit tout à l'heure, dans un milieu, dans une jungle, c'est les bébés animaux qui vont venir vers l'enfant pour jouer avec. Donc, quand les enfants l'acceptent, acceptent, comprennent et vivent avec, jusqu'à ce que même aussi commencent par écouter la société pour dire votre soeur ou votre frère n'est pas normal, il ne mange pas bien, il ne mange pas bien, il a un nez, etc. C'est malheureusement ça. D'accord. Alors, j'ai bien envie de donner la parole là tout de suite à Madame Merinton pour qu'elle nous situe. Mais si je fais ça, ça va devenir un débat entre Monsieur Alironeux et Madame Merinton. Donc, je ne vais pas commettre cette erreur. Je donne d'abord la parole au docteur Félicien Edou pour demander pourquoi cela ne se détecte pas depuis peut-être la grossesse. Je ne peux pas dire la conception, il faut la migration et tout, si je me réfère à mes cours de biologie, mais depuis déjà la grossesse, le temps de grossesse, le suivi justement de cette grossesse-là, pourquoi cette anomalie n'est pas détectée ou bien elle est détectée selon les cas? Merci pour la question, parce que c'est là tout le problème, est parce que c'est dès la conception que toute l'anomalie est déjà en place. Alors, comment on fait pour détecter à temps, je vais dire, vous savez, il y a des facteurs de risque, peut-être qu'on va y revenir plus tard, qui peut-être contribuer à l'apparition de ces malformations. D'accord. Dans certains pays plus développés, à un certain âge, si vous tombez enceinte, on vous propose systématiquement un test anténatal. C'est-à-dire pour évaluer les risques de malformation de ces enfants, parce qu'on sait qu'à un certain âge, il peut y avoir une malformation. Qui est quel âge? Rassurez-moi là tout de suite. Qui est quel âge? Qui est quel âge? Ah, bah, je suis sûre qu'il y a plusieurs téléspectateurs qui c'est à veulent partir de savoir. 40 ans, mais généralement, on dit qu'à partir de 35 ans, généralement, le langage médical, c'est grossesse tardive. À partir de 35 ans, on considère que c'est une grossesse tardive. Donc, à partir de 35 ans, on peut se dire déjà que des anomalies peuvent déjà commencer par se manifester. Autant chez l'homme que chez la femme ou bien chez la femme? Oui, autant chez l'homme que chez la femme, mais particulièrement chez la femme, l'ovaire que la femme donne à ces âges qui avancent, qui s'approchent progressivement de la ménopause, ne sont plus les compositions ne sont plus comme cela se devait. Et alors, il y a possibilité, facilité pour qu'il y ait une aberration dans l'expression de ces différents gènes au niveau de la femme. Donc, ça va participer. Donc, dans certains pays comme la France, par exemple, à un certain âge, on vous propose déjà de faire les carotypages là, par l'amniosynthèse directement. En tout cas, on propose. Ça existe au Bénin?
Pas vraiment. Ça peut mais exister au cher, mais est-ce que ça existe? Ça existe, oui. Les carotypages existent. Donc, il va falloir que la personne même... C'est ce qu'on fait généralement, par exemple, dans les cas de panocitaire, que l'enfant se forme dans le ventre. On peut déjà anticiper et connaître l'état de l'enfant dans le ventre et savoir s'il faut laisser poursuivre la grossesse ou bien carrément pour l'interrompre selon la croyance ou les considérations socioculturelles de celle qui est enceinte. Donc, c'est la même chose qui se passe au niveau de trisomie. On peut déjà en anténatal détecter cette anomalie parce que c'est déjà dès la conception que cette anomalie est déjà en place. On peut déjà le faire par le carotypage, par l'amniosynthèse directement pour pouvoir savoir si effectivement l'enfant est infecté. Mais on n'aura pas de signes chez la femme enceinte. Il n'y en aura pas. Parce qu'elle va porter la grossesse normalement, elle va suivre la grossesse normalement jusqu'à terme et elle va accoucher. Mais à quoi servent alors les échographies? Parce qu'on peut être frustré de dépenser autant dans le suivi de la grossesse et voilà. Oui, et il y a à quoi servent nos échographies que nous faisons, docteur? Bien sûr, il peut je ne veux pas m'en prendre en vous, mais là... oui, c'est vrai, parce que c'est vraiment aussi une question pertinente, parce que si on dépense et qu'on suit la grossesse, qu'on n'arrive pas à détecter ça, mais la question, bon, d'abord, on peut arriver à avoir des signes indirects, je vais dire, au niveau des échographies, à un certain âge avancé de la grossesse, parce que ce n'est pas pendant que l'enfant est tout petit qu'on peut déjà identifier certaines anomalies, malformations. Déjà, il faut que l'enfant, le fœtus, l'embryon commence par grandir pour pouvoir voir l'apparition, l'expression de ces malformations-là. J'ai dit tout à l'heure que l'enfant peut naître même sans malformation évidente et que c'est au fur et à mesure qu'il grandit qu'il développe ces malformations. Maintenant, la question est, si on vous dit que votre enfant est trisomique pendant plus de 20 semaines d'aménorrhée, quelle sera votre réaction? Et puis ça va être au conditionnel. Le médecin va être au conditionnel. Au conditionnel. Alors, dites-moi, dans nos contextes actuels africains, béninois, avec nos contextes socioculturels, avec nos croyances qui l'accompagnent, qu'on va vous le dire pendant la grossesse, qu'est-ce qui va se passer? C'est la grande question. Bon, il y a un délai pour faire une interruption. Si le délai est passé, c'est que l'enfant naîtra forcément. Peut-être, sinon, si le délai n'était pas passé, je pense que la mère voudrait, mais d'autres peuvent accepter de faire leur enfant normalement. C'est au choix de... Si on veut suivre le processus, le délai va passer. Parce que le médecin va s'assurer au maximum avec toute la panoplie de tests qu'il faut et ça va prendre du temps. Et quand vous allez avoir l'information, c'est déjà un être humain qui est constitué, donc il faudrait qu'il naisse, forcément. Oui, vous continuez votre développement. Donc voilà un peu ce qui cause le problème. De la même façon avec les drépanocytaires, il y en a des gens, peu importe que vous faites les tests en anténatal et que vous dites que c'est hémoglobinopathe, ils ne vont pas accepter d'enlever. Il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne vont pas accepter. Mais c'est des tests qui coûtent extrêmement cher. Les carotypages n'est pas à la hauteur à la portée de tout le monde. Oui. Donc, il faut parfois l'accompagnement des ONG ou l'accompagnement gouvernemental pour pouvoir aussi amoindrir les coûts pour ceux-là qui sont intéressés à faire ce genre de tests en anténatal pour permettre de savoir si les enfants se portent bien. Parce que ce n'est pas le seul anomalie qu'on pouvait détecter déjà en anténatal. On peut pas profiter pour découvrir d'autres anomalies qui s'associent. Donc, voilà un peu ce qui fait que pendant la grossesse, jusqu'à l'accouchement, ça pose un petit problème pour pouvoir vraiment identifier si l'enfant est trisomique ou pas. Et si l'enfant est trisomique, quelle est l'attitude des parents? Voilà, justement. Madame Merintor, quelle a été votre réaction à vous quand on vous l'a dit, quand Chrysalide vous l'a diagnostiqué? Quelle a été votre réaction? Le mot m'était vraiment étranger. Je me dis, mais autisme, c'est un joli nom. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé par le chercher. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que l'enfant puisse vivre ça? Mon enfant va-t-il s'en sortir? Est-ce qu'il pourra un jour être comme les autres? Est-ce qu'il pourrait aller à l'école? Est-ce qu'il pourra être comme j'avais souhaité quand il était dans mon ventre? Parce que c'est forcément, vous êtes fait un film de Oui. comment l'accueillir, comment vivre avec lui, comment l'accepter, comment l'introduire dans votre famille et tout. Et vous voyez tout cela, je ne vais pas dire c'est le noir en pleine journée, mais c'est quand même difficile. C'était difficile, pas pour moi. D'accord. Parce que moi, mon enfant, j'ai commencé par l'aimer depuis que je l'ai accouché. Et le fait qu'il soit autiste n'a pas arrêté cet amour que j'ai pour mon enfant. Et j'ai eu plutôt pitié de mon enfant. Je me suis dit, mais est-ce que la société va vraiment accepter mon fils?
comment est-ce que je peux faire pour que mon fils puisse être comme les autres? Et puis, mon fils a commencé par grandir, mais il n'est pas accepté des autres. Jusque-là? Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, bon, vous savez, en tant que parent, c'est l'image que vous envoyez de votre enfant que les autres ont de votre enfant. D'accord. Lorsque vous vous culpabilisez, vous montrez que ouais, j'ai un enfant comme ça, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais la société va vous pointer du doigt. Ah ouais, c'est vrai, hein, elle a fait quelque chose, elle a eu un enfant. Mais lorsque vous avez le courage de sortir avec votre enfant, de ne pas laisser l'enfant dans les arrière-cours, de sortir avec votre enfant, d'être fier de votre enfant et de dire, je suis fier de mon fils. Moi, j'emmène mon fils à l'église. À des moments donnés, on me demande de sortir mon fils quand il commence pas à crier. Je dis, mais non, on n'est pas venu pour vous ni pour le prêtre. On est venu pour Jésus. Alors allez voir Jésus et dites-lui qu'il vienne nous chasser. Alors qu'il a dit, laissez les enfants venir à moi. Oui. Donc c'est sûr que la réponse, elle est connue, vous restez dans votre église. C'est l'image que vous donnez. Oui, moi, partout où je passe avec mon enfant, c'est avec les câlins, c'est avec les bisous. Si bien que mon enfant, d'une manière ou d'une autre, tu ne peux pas ne pas aimer mon fils. Pour l'amour que je donne à mon fils, pour les câlins que je lui donne, tu ne peux pas ne pas l'aimer. Et c'est vrai qu'au début, sa sœur était plutôt réticente. Elle ne veut pas amener les camarades à la maison. Je lui ai expliqué que c'est nous qui allons donner l'image que les autres auront de son frère. Et on a essayé. Et je pense que ça a marché avec beaucoup de conseils de Mamdi, qu'on appelle affectueusement Madame Daïso, qu'on appelle affectueusement Mamdi, avec beaucoup de conseils d'elle. J'y suis arrivée. Mon fils a 23 ans et je n'aurais pas pu rêver autrement. Je remercie Dieu de me l'avoir donné parce que ce fils m'a montré, il m'a montré l'amour, il m'a montré la patience, il m'a tellement donné. Et aujourd'hui, je peux donner beaucoup d'amour. Et ces mamans se disent, je suis malchanceuse. Moi, je suis chanceuse d'avoir eu cet enfant. Pourquoi? Parce que n'importe qui ne peut pas avoir un enfant comme ça. Un enfant trisomique, un enfant autiste. N'importe qui ne peut avoir cet enfant si Dieu n'a pas jugé que tu es rempli autant d'amour pour garder cet enfant. Donc, je me dis toujours, les femmes qui ont des enfants autistes, les femmes qui ont des enfants trisomiques et autres, c'est les parents. Bon, c'est des reines. Parce que, non, vous savez, ici en Afrique, assez souvent, les hommes, c'est ma prochaine question, justement. Quel a été cet accompagnement? Vous avez parlé de votre fille qui a été un peu réticente au début. Oui. Quel a été cet apport du père de l'enfant? Comment avez-vous géré? Est-ce qu'au début, c'était facile, déjà que vous-même, il vous a fallu du temps pour l'accepter, comprendre, l'intégrer, accepter? Donc, comment cela s'est fait? Ben lui également, au début, il ne comprenait pas ce qui se passait. On allait de spécialiste en spécialiste, il dépensait beaucoup. Ben, c'est quand même son fils. Son fils aîné. Donc, il dépensait beaucoup et finalement, il a compris que bon, c'est ça. Il a quand même d'une manière ou d'une autre paniqué, mais cela ne l'a pas empêché d'aimer son fils. Et j'aimerais que tous les hommes puissent aimer leur fils comme il le Je vais vous revenir tout à l'heure. Normalement, c'est le tour de Madame Adjenda. Mais docteur, rapidement, on va faire une petite précision. Pourquoi autistes et puis trisomiques sont souvent ensemble? C'est vrai que ce n'est pas la même maladie, hein, mais bon, ils ont des symptômes qui se rejoignent plus ou moins. Oui, c'est dans l'attitude que les enfants autistes ont et l'attitude des enfants trisomiques qui se ressemblent un peu et que pratiquement on peut les mettre ensemble et faire même des activités avec eux. Donc c'est dans l'expression de les maladies qui fait que les deux se ressemblent à peu près au niveau des comportements, surtout intellectuels. Il faudrait que les téléspectateurs comprennent donc cette précision. Alors, Madame Mireille Adjenda, comment vous arrangez? Parce que ça doit être vraiment un gros travail. Comment faites-vous pour déjà permettre à ces parents d'accepter leurs enfants tels qu'ils sont et que ces enfants aussi comprennent leurs différences et n'en fassent pas une problématique majeure, mais plutôt en fassent une spécialité, une particularité de leur être pour pouvoir continuer à travailler dans la société?
Alors déjà, le parent, au constat de ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment dans le développement de son enfant, se pose beaucoup de questions. Et c'est toujours apaisant pour les parents de s'entendre dire, ne serait-ce que voilà de quoi il s'agit. Ah, on soupçonne votre enfant d'avoir ce qu'on appelle l'autisme. On soupçonne votre enfant d'avoir ce qu'on appelle la trisomie 21 ou on soupçonne votre enfant d'avoir l'infimité motrice cérébrale. Parce que, il faut l'avouer, ils vont chez plusieurs spécialistes sur place, dans leur connaissance ou même des gens qui leur ont été recommandés, de grands professeurs, qu'on m'excuse de le dire, qui n'arrivent pas à sortir, ne serait-ce qu'un soupçon de diagnostic pour apaiser les parents. Cela pourrait au moins leur permettre d'aller mieux se renseigner. Lorsqu'un parent, quand même, se fait entendre que il pourrait s'agir de trisomie, mais aujourd'hui, on a accès à l'information. Dites aux parents, voilà de quoi il s'agit. On parle d'altération chromosomique. Lors de la répartition, au lieu d'avoir 2 par paire des chromosomes, votre enfant, au niveau de la 21e paire, a hérité d'un chromosome supplémentaire. Et ce qui fait que dans la croissance, comme on le dit, le manque nuit, mais l'excès également nuit. Donc, dans la croissance, ça va poser quelques problèmes et qu'il faut surveiller la santé de l'enfant parce que ça pourrait avoir pour conséquence des problèmes cardiaques, des problèmes neurologiques, des problèmes visuels, des problèmes auditifs. Et donc, cet enfant doit pouvoir être surveillé sur le plan sanitaire. Et voilà comment nous aussi, on procède. On donne aux parents, lorsqu'ils viennent, sans pour autant avoir accès aux batteries d'examens qu'on exige des psychologues, puisque nous, notre formation n'est pas allée jusqu'à ce niveau encore, au moins les informations qu'on a, les petits tests qu'on a à notre niveau nous permettent quand même déjà de donner ne serait-ce qu'un début de diagnostic aux parents, de dire aux parents, oui, voilà ce qu'on soupçonne. Alors, allez vous renseigner parce que le parent est le meilleur observateur de son enfant. Absolument. Le parent qui vit avec son enfant connaît mieux les signes qu'il a vus, observés, que l'enfant a manifesté que vous, le spécialiste. Donc, dites aux parents d'aller donc lire et ça lui permet de voir à peu près de quoi il s'agit. Lorsque le parent ne peut pas lire, faites-lui voir. Lorsque votre enfant réagit de telle manière, c'est à cause de telle chose. Et donc, ce n'est pas lié à votre comportement forcément, ni à vos croyances, ni à quelque chose que vous aurez fait et qui serait une punition et raison pour laquelle vous avez ce type d'enfant. Non, c'est parce que justement, il y a eu une erreur au niveau des gènes et l'enfant emporte juste les conséquences. Est-ce que c'est vraiment donc, une erreur? Il faut c'est le créateur, c'est pourquoi c'est comme ça. C'est dans la distribution normale des gènes. Mais voilà... quelque chose s'est passé quand même et puis c'est arrivé. Quelque chose est arrivé et puis c'est pour ça, nous, de notre côté, de notre point de vue humain, on dit c'est une erreur parce qu'on ne s'attend pas forcément à cela. On a tout un rêve, on veut voir son enfant sortir de l'école, avoir ses diplômes, devenir médecin, devenir géographe, devenir historien, devenir archéologue, etc. Pourquoi pas président de la République? Voilà. Donc, voilà, on vous dit que non. En fait, votre enfant, parce que ce qui est essentiel et qu'on dit aux parents, c'est que votre enfant aura du retard dans les acquisitions, dans les apprentissages. Évitez de vous mettre en tête qu'il ne le fera jamais. Parce que vous mettre en tête qu'il ne le fera jamais, c'est déjà vous mettre dans la prédisposition de ne pas attendre de lui quelque chose. Ce qui est mauvais pour cet enfant et pour le parent. Il faut toujours rester dans l'attente que l'enfant fera. En fait, le retard n'a pas de délai, c'est ça? C'est l'enfant qui décide en réalité. Non, pas l'enfant qui décide. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'enfant doit s'asseoir, à quel âge, selon la fourchette, on nous dit qu'un enfant peut s'asseoir? Dans une fourchette de 3 mois à 7 ou 8 mois, on nous dit qu'un enfant qui n'a aucun problème peut déjà s'asseoir. Le maintien du cou, déjà à 3 mois, on doit pouvoir l'observer. Et donc, c'est tout un processus. Lorsqu'il arrive que l'enfant à 1 an n'arrive pas à s'asseoir,
On parle de retard. Il peut s'asseoir à 2 ans, à 3 ans. Un enfant qui, à 3 ans, n'arrive pas encore à marcher, soit il peut arriver à marcher à 5 ans, à cause de l'immaturité de ces cellules qui font que ça prend du temps pour que ces compétences puissent s'installer. Ou parfois, ça peut ne pas arriver. Ça, il y a des cas où ça peut ne pas arriver, mais on aide les parents à se rendre compte que voilà, il faut vous attendre à telle chose, mais ça ne veut pas dire que l'enfant ne va jamais faire ou l'enfant ne va jamais acquérir ces compétences-là. Les acquisitions seront lentes, les apprentissages seront lents, ça ne va pas suivre le cours normal des choses si l'enfant était né sans cette aberration chromosomique. Mais il va le faire dans son rythme, en respectant son rythme, en lui donnant l'environnement stimulant, l'environnement affectueux, l'environnement sécurisant qu'il faut pour lui permettre quand même d'acquérir les bases. Les bases, c'est-à-dire l'autonomie. Un enfant, à un certain âge, doit pouvoir quand même s'habiller, manger tout seul. Mais si vous vous retrouvez à 20 ans, d'âge de naissance, à donner à manger à cet enfant, c'est que vous-même, vous n'êtes pas autonome. Donc, il faut très tôt commencer à apprendre à ces enfants-là à être autonomes. C'est d'abord la base. Ils sont autonomes, ils sont épanouis, ils s'insèrent mieux dans la société. Donc, ils arrivent à capter. On accepte mieux leurs différences. Parce que si vous les gardez comme des œufs, des incapables, vous en faites donc un poids pour vous-même et un poids pour la société. C'est-à-dire qu'il faut forcément que quelqu'un soit là pour le faire à leur place incessamment. Ils ont besoin d'aide, mais pas qu'on fasse toujours tout à leur place. Et c'est ça, on insiste dessus pour les parents. Justement, puisque l'objectif de cette émission, c'est d'expliquer aux parents ce que c'est que la maladie et comment ils peuvent s'en sortir, bien évidemment avec les accompagnements. Je vais vous poser cette question. Est-ce que les enfants que vous suivez, notamment trisomiques à chrysalide aujourd'hui, est-ce qu'il y a peut-être un déjà qui a un niveau de retard moins? C'est-à-dire il a atteint un certain niveau de normalité entre griffes. Je ne dis pas total. Bien sûr. Je ne dis pas total. Alors, d'office, quand on parle de trisomie 21, ça s'accompagne directement d'une déficience intellectuelle. D'office. C'est-à-dire si la moyenne générale des personnes est au-delà des 55, eux, leur maximum, c'est déjà les 55. Quand on parle de quotient intellectuel, là, c'est la mesure du quotient intellectuel. Donc, nous, on évite souvent cette expression parce que dans notre contexte béninois, ça dépend du milieu de l'enfant. Si le milieu de l'enfant n'est pas exigeant sur le rendu intellectuel, l'enfant trisomique va grandir, s'épanouir et s'adapter. Parce que les apprentissages seront dans le concret, dans ce qui est dans son environnement. Il va prendre du retard, mais ce retard peut se rattraper parce qu'on n'attend pas de lui qu'il sorte médecin, qu'il sorte psychologue, qu'il sorte gestionnaire, GRH et autres. Mais on veut quoi de lui? Lorsqu'on te dit va chercher tel objet à tel endroit, qu'il soit en mesure de se repérer dans le temps, dans l'espace, qu'il soit en mesure de reconnaître les formes, les couleurs, d'associer par taille, par grandeur, par volume, d'être capable de faire les choses de façon basique. Mais c'est quand tu arrives dans un milieu où on attend de vous une compétence intellectuelle élevée que la différence de ces enfants-là devient un poids. D'accord. Je ne sais pas si bien sûr. C'est assez clair. C'est assez clair. Donc, ça dépend du milieu dans lequel l'enfant a été élevé, éduqué. En fait, ça dépend des attentes des parents. Madame Merentol l'a dit, effectivement, quand tu as entouré ton enfant du soin qu'il faut, l'image que tu en donnes, c'est cette image que la société adopte. Si toi-même tu rejettes cet enfant, la société ne peut que rejeter ton enfant. Mais si toi-même tu fais en sorte de t'imposer et d'imposer ton enfant, la société fait avec, parce que l'homme est un être qui s'adapte. Absolument. Monsieur Alihonou, comment on fait pour gérer ce regard de la société justement sur sa progéniture, t'as entendu? Je pense que c'est déjà tout dit. Et Madame Mento ici présente, vraiment pour son témoignage, moi je la félicite. Et je pense que c'est l'école que les parents responsables ou ayant un enfant, voilà, dans ce genre. Oui, avec cette maladie, il doit aller à cette école-là. Parce que il faut dire tout simplement, nous on dit que
tout être humain est régi par deux sphères. Il y a l'aspect acquisition et l'aspect inné. Donc, ici, nous sommes dans l'ordre déjà de l'inné qui va migrer vers l'acquis. Et, bon, ce que l'enfant, le bagage, j'ai envie de dire, d'ADN avec lequel l'enfant vient, ici, dans ce cadre, il n'y a rien à faire dessus. Bon, le docteur est là. Il n'y a pas d'opération postnatale pour retirer ce surplus de chromosomes. Il y en a, je vous coupe pas, il y en a. Il n'y en a pas, d'accord, là c'est clair. Vous pouvez continuer. D'accord, donc il n'y a pas ça. Maintenant, ce qui reste, parce que l'inné, c'est clos. Oui, on ne peut rien faire. Il n'y a plus rien. C'est comme un grain de beauté, vous ne pouvez pas l'enlever. Ce qui reste, c'est la fenêtre ou l'aspect acquisition. Et l'acquisition se fait dans un environnement. Et quelle va être la disposition de cet environnement pour permettre à cet individu d'évoluer correctement selon ses moyens? Si la société accepte que les enfants, entre guillemets, dits normaux, peuvent évoluer selon leur rythme. Personne n'a jamais, aucune étude n'a démontré que tous les enfants, à partir de 3 ans, 2 mois, ils doivent s'asseoir. À partir de 8 mois, 2 jours, ils vont pouvoir marcher. Non. Chaque enfant, il va avec son rythme, en fait. Oui. C'est exactement la même chose pour ces enfants-là. Et ça, il faut qu'on arrive à le comprendre. Et c'est là que tout le travail se fait. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça que je félicite vraiment Madame Néinton, parce que... Oui, elle en a fait un combat aujourd'hui, il faudrait que... Le problème, c'est que précise. ce que tu as, ta marchandise, comment tu vends ça? Si tu vends ça moins cher, on va t'acheter ça à crédit. C'est aussi simple que ça. Mais si toi-même, tu connais la valeur de ta marchandise, le client qui vient, qui ne propose pas le bon prix, tu le renvoies et puis tu atteins un autre. Donc, si nous-mêmes, on a peur, on a honte de ce qu'on a comme enfant, on se dit, bon, c'est pas présentable, c'est pas digne de moi, je peux pas sortir avec ça. Le milieu dans lequel je vais, c'est pas possible. D'autres parents, moins courageux qu'elle, vont laisser l'enfant à la maison chaque fois quand ils vont aller à l'église. Parce que jusqu'à l'église, et c'est choquant, jusqu'à l'église, où on est censé, entre guillemets, partager, s'accepter tel que nous sommes, c'est là que d'autres trouvent qu'ils sont plus privilégiés. Bon, bref, je ne vais pas faire de démonstration. Mais c'est d'autant plus qu'on ne nomme pas une église, c'est que voilà. Vous êtes dédommagé. Juste pour dire tout simplement que ici, le problème se pose dans l'acceptation de l'image que nous-mêmes nous avions de l'enfant. Comment est-ce que nous-mêmes, nous voyons cette image? Entre autres, si on rejette cette image, c'est qu'on se rejette quelque part parce que l'inné de l'enfant, il n'est pas venu avec. Il a pris chez maman, il a pris chez papa. C'est la somme de vous deux qu'il a fait. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec cette image, c'est que, bon... Vous aussi, vous êtes dans un déni de votre personnalité, voilà. Peut-être. Donc, réellement, oui, psychologiquement, je pense que le travail qui doit être fait, c'est surtout sur l'acceptation. D'accord. Donc, j'ai envie de dire l'acceptation de soi. Parce que cet enfant, lui, n'attend que ça pour grandir. Et l'autre chose, c'est que on se focalise sur les défauts, sur les retards. Oh, ça c'est vrai. On ne voit pas du tout les qualités de l'enfant. Madame Néinton a dit tout à l'heure, elle a appris ou elle a amélioré sa patience avec son enfant. Parce que bon, lui, il va être pas de prédisposition naturelle, beaucoup plus patient. Et il y a plein de choses qui peuvent nous apprendre, qu'ils vont nous apprendre, mais on passe à côté. On se focalise sur « Ah, il n'est pas prêt, il ne peut pas bien s'habiller, il ne peut pas le faire aussi vite, il ne peut pas marcher aussi vite, il ne peut pas réagir. » Non, mais et les autres qualités qu'il a? Est-ce qu'on les met en avant? Est-ce qu'on les valorise? Est-ce qu'on apprécie ce qu'il apporte concrètement? Il faut le dire, il faut le savoir. Et je pense que c'est à cette école-là qu'il faut vraiment aller expliquer aux parents de plus en plus. Quand un enfant naît, je dis, sourd, en grandissant, il développe d'autres compétences qui l'amènent à compenser. Voilà, ce qu'on appelle 6e sens, qui l'amène à
il est aveugle, il développe d'autres compétences. On a vu plein de vidéos, de documentaires d'enfants manchots ou de personnes mais qui roulent des véhicules. Absolument, oui. Donc, qui font tout avec leurs pieds, qui se peignent, qui cuisinent et tout ça. Qui habillent même leurs propres enfants, quand bien même ils sont ensemble. Donc, si on se focalise sur ces compétences, on va moins voir leur handicap. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller à l'école, à l'écoute de ces enfants, les observer, et les écouter, les comprendre et aller surtout à leur rythme. C'est noté. Merci. La parole va vous revenir tout à l'heure. Docteur, je suis à vous. Tout à l'heure, vous allez parler de consultation pour un nourrisson sain. Je pense que c'est ce que j'ai noté. Quand est-ce que cette consultation doit intervenir? Merci. C'est pour ça, quand j'étais en train de citer les signes, ça permet, même si, vous savez, par exemple, les pédiatres ne sont pas dans toutes les zones du pays et qu'il faut aller dans des zones, des kilomètres parfois pour le trouver, ce qui fait que certains parents déjà ont déjà démissionné pour ces gens de visite. Si ce n'est pas que l'enfant a un problème, on ne va presque jamais à l'hôpital. Mais il faut aussi savoir, avant que je n'aborde le sujet dans le fond, que c'est une anomalie qui généralement, dans notre société, d'abord est rejetée, comme tout le monde le dit bien, le dit si bien. Et au niveau du personnel de santé aussi, il y a quelque chose. Parce que ce qu'on n'a pas vu, ou ce qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours régulièrement. Donc vous-même, vous ne comprenez pas, c'est ça? J'arrive parfois, quand tu es devant certaines pathologies qui, par exemple, qui n'est pas fréquente dans nos contextes, tu passes à côté. D'accord. Je pense que c'est ce que dénonçait tout à l'heure Mme Mireille Agenda. Tu passes à côté, et c'est après, tu te rends compte que ça peut être ci, ça peut être ça. Donc ça arrive parfois lors des suivis et que ça échappe. Mais je ne pense pas qu'en cas de trisomie 21, ça va échapper quelqu'un qui a fait la médecine. Parce que les signes, ça ne trompe pas. Parce que quand j'étais en train de citer les signes, je vais partir jusqu'au niveau des doigts. Vous allez voir que quand on voit les signes, forcément, il y a quelque chose qui tique dans la tête. Et ça c'est une anomalie génétique. Et qu'il faut orienter vers plus des spécialistes pour des explorations poussées pour confirmer ou confirmer cette hypothèse. Là, après, si ce n'est pas ça, on peut maintenant réfléchir autrement. D'accord. Est-ce qu'il y a des signes d'alerte? Oui, c'est ça qu'on essayait de citer pêle-mêle. Alors, j'étais au niveau de la face du nez qu'on voit. Ensuite, vous allez voir, tous nous avons la nuque qui forme une dépression derrière. Ça arrive chez les enfants que ça devient plat. D'accord. Donc, c'est des signes indirects à l'aide qui dit attention, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la nuque de l'enfant qui s'assemble de façon aplatie. La responsable de l'ONG disait tout à l'heure qu'il peut y avoir le problème au niveau des yeux. Quand l'enfant commence à grandir, vous pouvez remarquer qu'il n'est pas comme les autres enfants en matière de la vue. Là, il faut commencer par se poser des questions, ou bien entendre, ça pose un problème. Il faut commencer par se poser des questions. Et ça, il faut que l'enfant soit suivi dès le bas âge, progressivement, pour pouvoir noter ces différentes anomalies. Mais si un enfant n'a pas été suivi, que c'est à 9 mois, 1 an, il vient pour la première fois, c'est souvent difficile pour celui qui voit l'enfant pour la première fois de pouvoir détecter ce qu'il arrive à l'enfant depuis le bas âge. Quand il le suit depuis petit, il voit comment l'enfant grandit, il peut vous dire que ça là, il y a un problème. Mais si vous ne consultez pas, vous ne faites rien et que c'est de façon ponctuelle, le spécialiste ou celui qui vous voit, il peut ne pas avoir tous les signes d'un coup. Mais quand il voit l'enfant depuis le bas âge, c'est pour ça que j'en parlais de concentration. Il sait quand il y a une anomalie, il sait quand ça ne va pas. Alors si ça dépasse ses compétences, il passe la main à quelqu'un qui est encore plus doué dans le domaine pour continuer les explorations. C'est comme ça qu'on fonctionne dans ce sens-là. D'accord. Alors, en dehors de ça, il peut y avoir au niveau des doigts, peut paraître plus court, la main peut paraître plus large, et vous voyez au niveau des plis, des traits qui sont au niveau de la main, ça peut arriver qu'un seul trait de façon transversale. Jusqu'à la main? Oui, jusqu'à la main. Et ça nous permet de dire, attention, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'apparition de ces plis mammaires. Également au niveau du pied, vous voyez le premier orteil et le deuxième orteil. Et il y a le premier orteil qui fait souvent ce qu'on appelle alus varus. C'est-à-dire ça s'écarte de façon anormale. Donc il crée un espace beaucoup plus exagéré entre le premier et le deuxième orteil. Quand on voit ça en même temps, on dit, attention, il faut aller beaucoup plus pousser pour comprendre pourquoi il y a ces gens d'anomalies. Donc, au fait, quand l'enfant naît, on le scrute du début jusqu'à la fin, de la tête jusqu'au pied, aux orteils. Vous le faites toujours? Oui, toujours. En tout cas, pour ceux qui sont en pédiatrie, ils savent que c'est ça quand l'enfant sort
immédiatement le premier jour et qu'on emmène l'enfant en pédiatrie, parce que moi je travaille en pédiatrie. Ceux qui ont fait la médecine et qui sont pédiatriques. Et oui, qui ont fait la médecine, qui sont en pédiatrie, qui ont passé par la pédiatrie, justement, parce qu'il faut passer du temps en pédiatrie pour avoir ce réflexe-là. Parce que si vous ne passez pas beaucoup de temps en pédiatrie, ça passe facilement. Et c'est pour ça parfois même il y a des trucs qu'on devait voir déjà quand l'enfant naît et qui a passé devant tout le monde et que c'est déjà l'enfant grandit déjà avant qu'on le voit et que c'est souvent déplorable. C'est pour ça il faut, je vais dire la pédiatrie c'est une spécialité particulière qui demande que vous soyez beaucoup plus apte dans toutes les spécialités. Parce que vous devez voir, vous devez détecter à temps pour pouvoir mener orienter vers d'autres spécialistes pour une meilleure prise en charge. Donc ça vous demande beaucoup plus le cerveau, de vigilance, et de regard. Parce qu'un simple regard, il suffit de détecter certaines anomalies chez l'enfant. Mais si ces attitudes-là qu'il n'a pas, ça va être difficile pour toi. C'est pas pour ça. C'est pour ça que c'est pas n'importe qui devient pédiatre. Emmenez vos enfants à la pédiatrie, c'est important. Parce que si le pédiatre lui-même déjà est moulé dans une croyance socio-culturelle, c'est là que je vais en venir. C'est là que je vais en venir. Donc, un pédiatre neutre. Le psychologue y tient. Oui, je vais y venir. Il y a des cas comme ça, Oui. lors des entretiens où les parents même se sont vus rejeter ce soupçon. La maman, pas plus tard qu'il y a 2 mois, elle fait un entretien. C'est une jeune fille, elle n'a même pas encore 5 ans. À la naissance, la maman a déjà dit le trait de son enfant n'est pas identique. Elle a déjà eu d'autres enfants, mais on lui a dit non. Parce que justement, les traits n'ont pas été visibles très tôt. Il a fallu que l'enfant ait 3 ans avant qu'il ne lui confirme ça. Mais elle avait déjà les soupçons. Vous voyez le temps que ça a mis? Ça doit être encore plus douloureux. Hein? Voilà. Elle-même a déjà les soupçons. On lui dit non, que c'est pas sûr c'est pas certain. On l'a rassuré, quoi, en fait. Et puis elle se rend compte, l'enfant doit aller à la maternelle. C'est là que ça a commencé à s'affiner, les problèmes d'apprentissage. Et c'est là elle est retournée et on lui a dit d'aller faire le karyotype pour pouvoir confirmer. Mais de toute façon, le temps qu'elle a déjà eu à garder son enfant, parce que déjà, les parents, du fait des difficultés financières, parce que le mari a fini par laisser l'enfant et la maman, et il a pris ses bagages pour dire que lui, dans sa famille, on ne fait pas des enfants comme ça. Et donc, elle s'est retrouvée du jour au lendemain seule à s'occuper des aînés et de cette dernière. Et donc, c'est déjà un contexte difficile, prendre en charge cet enfant. Donc, aller à l'hôpital régulièrement et se faire refouler, c'est pas évident pour ses parents. Donc, comme il dit, quand on n'est pas habitué à le voir, oui, les parents, ils veulent bien, mais parce que l'imitation des moyens, ils veulent bien quand ils y aillent qu'on leur dise oui, puisqu'ils sont en face d'un sachant. Pour eux, le sachant doit pouvoir leur dire automatiquement tout ce qu'ils veulent entendre. Absolument, c'est ce qu'on attend d'un sachant. Voilà. Il n'est pas médecin ou spécialiste plus pour rien. Tu es pressé, ton enfant, pourquoi tu viens tout le temps ici? Non, attends un peu, ça viendra. Mais le temps qu'on leur dit ça viendra, il y a des acquisitions ils auraient pu stimuler leur enfant autrement, ils auraient pu faire certaines choses pour rattraper un certain retard. Malheureusement, le temps passe. Docteur, vous êtes à la barre, Madame Mérienton voulait en placer une. Je vais vous revenir tout à l'heure, oui, Madame Mérienton. Je voudrais bien dire que les médecins qu'on rencontre vous rassurent. Hein. Votre enfant n'a rien, mais vous êtes pressé pourquoi? Certains médecins. Vous êtes pressé pourquoi? Moi, c'est un professeur qui a suivi mon enfant. Et moi, je dis, mais professeur, mon enfant, je ne comprends pas. Pourquoi il ne s'assoit pas vite? Pourquoi il ne tient pas la tête vite? Hey, pourquoi tu es pressé? Tu veux avoir d'autres enfants, c'est ça? Mais laisse l'enfant aller à son rythme. Bon, ça s'est passé comme ça. Et après, vous avez même des spécialistes qui vous donnent des diagnostics à côté. Dépenser inutilement. Vous ne pouvez pas vous imaginer un grand neurologue qui me dit, mais votre enfant, il a un problème au ventricule, je ne sais pas si c'est gauche ou si c'est droit. Et au milieu. De toutes les façons, petit à petit, sa tête va commencer par grossir. Vous allez le perdre, hein, dans pas longtemps, madame. On vous a dit ça? Oui, on me l'a dit. Les parents entendent tellement de choses. Moi, on me l'a dit. Que vous allez le perdre, sa tête va grossir et finalement, vous allez le perdre. J'ai dit, c'est vrai ça? Moi, je ne vais pas perdre mon enfant parce que je l'aime.
Donc vous avez dû faire une contre-consultation pour pouvoir, c'est pour dire un avis d'un autre spécialiste. Tout de suite, mon mari était abattu. Il n'avait plus de mots, il ne savait plus comment... Pour lui, c'est le grand neurologue qui a parlé. Donc, pour lui, il va perdre son fils. Et moi, je n'étais pas convaincue. La tête de mon fils ne va pas grossir. Et elle n'a pas grossi. Elle n'a pas grossi. Mon fils a 23 ans. 23 ans, j'allais dire. Donc, il va super bien. Docteur? Oui. Non. C'est un témoignage, c'est un vécu qu'elle raconte là. Donc, c'est des du coup... remarques bien fondées parce que ça arrive parfois quand vous êtes devant certaines personnes qui sont peut-être ancrées trop dans la religion, par exemple, vous allez avoir du mal à être plus à l'aise avec eux. Parce que quand on met, vous savez, la médecine, il faut aller au-delà de ses croyances. Il faut savoir laisser le manteau de sa croyance quelque part et faire la médecine. Et ça vous permet, dans ce cas-là, de savoir comment gérer celle qui est en face de vous. Ensuite, maintenant, quand vous essayez de mettre la médecine, maintenant, vous ajoutez maintenant le manteau d'un croyant, par exemple. Par exemple, dans ces cas, est-ce que, je ne me demande pas, moi, je ne peux pas dire à un patient que votre enfant va mourir, vous allez le perdre. Bon, peut-être mais on ne sait pas comment peut-être pas aussi de façon cela, choc, mais d'amener les parents à comprendre l'état de l'enfant et de l'accompagner. Si ça devrait arriver, ça va arriver. Donc, tous, même un enfant qui n'a pas un problème peut arriver tout ce jour au lendemain et que ça passe comme ça. Donc, ce n'est pas parce que l'enfant a ce genre de choses qu'il est déjà d'office en train de partir. Et cela pose le problème de l'annonce du diagnostic. L'annonce du diagnostic aussi. C'est-à-dire, c'est tout un processus. On ne balance pas, voilà. On met toujours le soupçon, mais on ne balance pas parce que c'est un choc que le parent va recevoir. Oui, docteur, nous allons accélérer parce que le temps commence pas à filer. Facteur de risque, on va l'aborder. Oui, pour les facteurs de risque. On a déjà parlé de l'âge. Voilà, toutes les femmes peuvent faire accoucher un enfant trisomique, mais plus l'âge avance, plus le risque. Tous les couples. Bon, tous les couples. J'aime bien quand on met les deux en même temps. Tous les couples. Oui, parce que c'est pas que de la responsabilité de la femme. Vous avez raison. D'accord. Le psychologue qui met toujours le bébé, vous avez raison, parce que c'est pas que la femme. C'est un couple, une famille qui accompagne justement ses enfants. Bon, vous comprenez le médecin, puisque c'est la femme qui conçoit, c'est la femme qui porte la grossesse. Et donc, on vous comprend tous les deux. Sur le plan génétique, cela s'explique surtout au niveau des chromosomes XX. La femme a deux chromosomes XX, l'homme a un seul chromosome X et un chromosome Y. Et donc, dans ce cas, l'incidence au niveau de la femme est liée souvent au chromosome X. Du fait que, pourquoi on parle de l'incidence liée à l'âge? Avant même la naissance, lors de la conception, la femme a déjà son patrimoine d'ovocytes qui est fixé. Chaque femme, avant déjà que l'enfant, le bébé, fille ne naisse, elle a déjà son patrimoine d'ovocytes, c'est-à-dire le nombre d'ovules qu'elle va libérer tout au long de sa vie, dès lors où le processus de menstruation va commencer, est déjà fixé. Alors qu'au niveau des hommes, ils produisent régulièrement de spermatozoïdes, fraîchement, renouvelables. Le stock peut être renouvelable. Or, au niveau de la femme, ça ne peut pas être renouvelable. Une fois que c'est fixé, ces ovocytes sont dormants. Arrivé à maturation, c'est là ça se libère pour donner les menstrues. Et donc, elle les élimine chaque mois. À un moment donné, les ovocytes qui sont dormants, arrivés à un certain âge, n'auront plus cette vivacité, n'auront plus tout le contenu qu'il faut. Et donc, leur faiblesse due à l'âge avancé peut être, c'est-à-dire, c'est là on dit lié à la femme quand on est spécifique. Ce n'est pas que c'est la femme qui est fautive ou qui est responsable de ce désordre. Non, c'est juste que ces ovocytes étaient dormants. Donc, à l'âge où ils se sont réveillés, comme on le dit, la grossesse, c'est quelque chose qui est propre à un corps qui est jeune, qui est vif, qui est en bonne santé. Ce n'est pas pour un corps vieillissant, ce n'est pas pour un corps malade. Donc, il faut être en forme pour pouvoir porter un bébé sain également. Donc, c'est la pratique ou bien vous avez aussi un doctorat en médecine? C'est certainement la pratique. Ça fait la femme. C'est la pratique, oui, avec les enfants. C'est ce qu'il disait. Quand on est dans le milieu, quand on le fait de façon... on a la main, On a la main. Absolument. Quand on en parle, c'est comme si c'était qu'on a
Elle fait une longue étude en ça. Oui, parce que C'est les parents l'expérience. viennent toujours avec cette Voilà. charge de culpabilité, c'est ma faute, le conjoint qui a libéré l'espace a encore rajouté la famille, la société, le regard des uns des autres. Donc, en gardant cette culpabilité, elle ne sera pas disponible pour bien accompagner l'enfant vers son épanouissement. Et il est important pour nous de les aider, de les accompagner dans ce processus à accepter la différence de cet enfant-là, à voir plutôt les potentialités que cet enfant peut développer. D'accord. Oui, docteur, vous avez à nouveau la parole. Oui, bon, j'ai juste noté quelques petits chiffres. Que si, par exemple, la femme au-delà de 35 ans essaie de faire un enfant, on a une probabilité de 1 sur 400. Un enfant sur 400 enfants pour les femmes qui sont d'âge supérieur à 35 ans. Mais quand on va jusqu'à 45 ans, par exemple, le risque est de devenir beaucoup plus grand, 1 sur 35. Donc, ça risque d'apparaître. Non, est-ce que vous abstenir quand on a 40 ans de faire des enfants? Non, mais c'est pas ce que vous dites, bon, peut-être que c'est la Ça peut arriver, ça ne veut pas dire que c'est systématiquement ça. Mais ce qui est toujours bien, qu'on fasse les enfants quand on est encore en fleur de l'âge et puis qu'on a toutes les réserves possibles pour pouvoir, parce que vous savez, une grossesse, ça demande beaucoup pour la femme. Ça demande beaucoup parce que c'est un enfant, un être humain qui se forme dans le ventre. Il a besoin aussi de constituer son patrimoine, de constituer tout ce qu'il lui faut pour pouvoir mieux grandir, mieux s'épanouir dans la société. Donc, il faut le faire au moment où on a encore toutes ces capacités, toutes ces forces, toutes ces réserves en nutriments, en qualité et en quantité pour pouvoir permettre à l'enfant d'être beaucoup plus épanoui. Vous allez voir généralement, quand les enfants autour de 20 ans, 21 ans, vous allez voir, le niveau intellectuel est différent quand on les fait à 45 ans, par exemple. Donc, il y a une petite différence à ce niveau. Plus les parents voudraient qu'on soit mûr avant de les faire. Vraiment, oui, c'est sociologique. Qu'on soit mûr là, c'est là qu'il faut les apporter. Dans quelle tranche pour pouvoir permettre de rester. Vous savez aussi, quand vous avez à 45 ans que vous faites un enfant, vous savez, avec tout le poids des maladies de la vieillesse, tous les poids, vous savez, et avec une grossesse, là, ça épuise. Ça épuise. Et finalement, la personne va développer peut-être plus tard et qu'on ne sait jamais et que la personne n'arrive pas à rester trop longtemps pour s'occuper de cet enfant. Cet enfant est quelque part en train et va réclamer forcément sa maman. Donc, vous savez, personne ne peut remplacer une mère auprès d'un enfant. Oui. Donc voilà un peu de... Ça se soigne. Tout à l'heure, M. Ali Rodon disait si on ne coupe pas, et vous avez dit on ne coupe pas, mais est-ce que ça se soigne? C'est non, hein, je suppose. Bah, je ne vois pas ce qu'on va soigner. Il faut simplement accompagner l'enfant. Bon, comme on a dit, une maladie se soigne, justement. Il faut éviter l'expression de maladie. Voilà, on y vient finalement. L'enfant naît et grandit et meurt dans cet état-là. C'est un état général. Et ils ont leur rythme. Il ne faut pas presser. Moi, je connais la maman d'un médecin qui a fait aussi un enfant trisomique. Qu'aujourd'hui, l'enfant est tellement doué quand vous lui demandez de vous coiffer. Ça, c'est non, il est très doué. Bien accompagné, il est bien accompagné, il a fait la formation, il a eu son diplôme et il fait très bien. Il faut juste accompagner l'enfant à son rythme. Et il ne faut pas vouloir qu'il se devienne comme sa soeur qui est devenue médecin ou quelqu'un qui est devenu master ancien là. Non, non. On l'accompagne selon ses capacités et puis il devient quelqu'un aussi. J'ai constaté aussi que beaucoup d'entre eux ont la facilité à faire des travaux manuels, excellent dans l'art. Est-ce que ça s'explique? Oui, parce que c'est dans le concret qu'ils arrivent à apprendre. Ils n'ont pas cette capacité d'abstraction, comme on le dit, de deviner les choses, d'aller réfléchir, d'associer. Si aujourd'hui j'ai pu faire ceci, ça a donné telle conséquence. Demain, il faudrait que j'évite de reproduire le même schéma. Non. Au niveau des personnes trisomiques, on n'aura pas cette capacité-là. Mais dans le concret, tu veux lui apprendre ce que c'est que le micro et son usage, tu présentes le micro et tu lui montres. Voilà, le micro, il faut appuyer là, on parle dedans, quand on a fini, il faut appuyer là pour l'éteindre. Là, il voit l'élément, il enregistre, il mémorise. Désormais, dans un autre contexte, il voit le micro, il saura reconnaître. Donc, dans ces variances, on lui montre, en faisant les apprentissages, l'élément de manière concrète, parce qu'ils sont beaucoup tactiles. Ils sont beaucoup tactiles. Et surtout qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle l'attention conjointe lorsqu'ils sont très jeunes. Et quand on parle d'attention conjointe, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est en train de vous parler, vous suivez au fur et à mesure son regard, sa bouche, et vous entendez. Chez la personne trisomique, l'élément sera sélectif. C'est soit l'audition seule qui va entendre. Donc, pendant que vous lui parlez, si vous ne faites pas en sorte que votre voix soit la plus élevée possible pour que son attention soit sur vous, un autre bruit peut le détourner, il ne vous suit plus. Il ne vous voit plus.
où ils sont souvent attirés par des éléments vifs, où c'est la lumière. Et donc, ce que je dis, une fois que cette personne sera centrée sur cette lumière, ce que je dis ne lui parviendra plus. Elle ne saura plus analyser les informations. Donc, dans le concret, donner les apprentissages et aller toujours dans le plus simple. Un élément d'abord, un autre après. Pas le Tout à la fois. Et D'accord. donc, c'est comme ça, on dit aux parents, on les amène à voir comment aider ces enfants-là à aller le plus simplement. Parce que connaître sa gauche, sa droite, devant, derrière, en haut, en bas, c'est pas évident. Ça va pas venir tout de suite. Mais répéter, insister, persister, aller dans la fréquence. Ne dites pas une fois et commencez à taper l'enfant pour dire quoi. J'ai déjà dit ça 3 jours de suite. Il est temps que tu retiennes. Non, ça ne va pas le faire. Patience. C'est ça la patience. Ça vous apprend la patience. Et ces enfants-là ont ce qu'on appelle un comportement très caractériel. En matière d'opposition, quand ils disent un non là, C'est qu'ils reviennent s'il n'est pas ils reviennent d'accord, pas vous ne là-dessus. pouvez pas forcer. Ils maintiennent. Ils ne vont pas le faire. Et donc, il faut souvent les amadouer, trouver des mots doux, des expressions, des postures, parce que ce qui est un peu contrastant, ils livrent bien les émotions. Si tu as pitié d'eux, ils le sauront. Si tu es en colère, ils le sauront. Si tu es fâché, ils le sauront. Donc, tu ne peux pas être fâché et faire semblant de les aimer. Ils feront la différence émotionnellement. Parce que le développement émotionnel évolue normalement et ils savent vite percevoir la nuance à ce niveau-là. Ils viendront te toucher, ils sont très affectueux. C'est pour ça que quand Ils sont rejetés, très affectueux. ils font un retrait. Oui, voilà, ils font un retrait. C'est pour ça. Donc, ne faites pas semblant, soyez francs. Vous n'êtes pas content de manifester, le dites-le. Tu viens de te comporter mal, je n'ai pas apprécié. Et allez toujours au plus simple. D'accord, c'est Forcément. noté. Nous avons 5 minutes, tu vas faire un tour de table. C'est vrai, j'ai encore beaucoup de questions à poser, mais nous avons un temps. Je vous disais au début que ça passe super vite. Maintenant, c'est le cas. Alors, Madame Merento, tout à l'heure, le psychologue le disait, il y a la question du second enfant. Est-ce qu'il sera le même? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Non, Le second franchement n'est pas. pas du tout. Je me suis dit que c'est arrivé comme ça et le second ne sera pas pareil. Le second n'est pas J'ai pas pareil. eu peur. Mais vous n'avez pas Mon fait mari, le second. peut-être, lui, il a eu peur. Mais moi, j'ai pas eu peur. Je lui ai donné une petite sœur, une magnifique petite sœur, et les deux s'aiment beaucoup. Et le grand frère est très protecteur. On ne touche pas à sa sœur, on ne crie pas sur sa sœur. Il est très protecteur. D'autant plus que les deux s'entendent assez bien, Oui, disiez-vous tout à oui. l'heure. Voilà. Pour conclure avec vous, peut-être quelque chose à dire à ces parents-là qui sont à l'écoute et qui ne comprennent pas leurs enfants, d'autant plus que vous êtes un témoin vivant de la chose. Vous avez déjà raconté un peu le Oui. vécu et tout, donc peut-être un message à leur endroit. Ben, vous savez, chers parents, je veux vous dire aujourd'hui, ces enfants ont besoin d'amour. Ils savent si vous les aimez. Ils savent si vous les rejetez. Et lorsque vous donnez de l'amour à ces enfants, ils évoluent. Ils vous aiment, ils vous donnent tellement. Moi, je ne peux pas me séparer de mon fils pendant 2 jours. Parce qu'il me donne tellement. Et moi, je voudrais que vous puissiez recevoir autant de vos enfants. Parce qu'ils ne sont pas venus pour rien. Ils sont venus pour combler ce vide, cet amour dont vous avez besoin. Voilà. Voilà qui est dit. Nous espérons que cette expérience de Madame Merento va changer peut-être quelque chose forcément en vous. C'est que vous avez un enfant que vous ne comprenez pas. Eh bien, il y a des organisations. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons appelé la chrysalide sur ce plateau pour nous expliquer comment ils travaillent. Et je vais donner la parole à Madame Adjenda, Mireille Adjenda, pour donc conclure sur ce sujet assez intéressant à la découverte donc, de ces enfants totalement normaux comme les autres. Alors, je tiens à dire aux parents de surtout accepter d'abord la différence de cet enfant. La différence en ce sens où il faut centrer maintenant ces apprentissages sur des éléments concrets. Votre enfant, très jeune âge, adolescence et autres, avant qu'il grandisse, commencez déjà par lui donner des bases du schéma corporel. Il doit pouvoir reconnaître les différentes parties de son corps, savoir que ceci c'est la tête, les bras, les membres, etc. Et les fonctions de ces parties-là. Donc, un apprentissage simple, mais basique, ce qui passe par les jeux qu'ils font habituellement. Donc, ne privez pas l'enfant du jeu. Parce qu'on entend souvent les parents dire « Aïrung Batani ». C'est une expression commune chez nous, où traduit tout et frapper l'enfant à tort et à travers. Non,
C'est par ces moyens l'enfant apprend de manière ludique. Et surtout, insister sur la motricité. Solliciter l'enfant, solliciter ses muscles, parce qu'on a parlé d'hypotonie. Il faut apprendre à lui faire renfermer ses muscles en faisant des activités motrices. Saisir les objets, l'appréhension, soulever, sauter, chanter, danser. Oui. Les troubles du langage, ça se corrige, mais pas que l'enfant va acquérir le langage comme vous, parents, mais juste qu'il sera en mesure de communiquer ses émotions, ses besoins, ses désirs, ses souhaits. L'enfant peut suivre des séances d'orthophonie pour apprendre des moyens alternatifs de communication. Il peut faire également des séances de kinésithérapie pour pouvoir faire des massages pour raffermir les muscles. Voilà. Il peut également, si bien sûr il y en a, à faire des séances chez l'ergothérapeute pour apprendre à maîtriser l'espace, le temps, s'orienter et se repérer. Voilà. Donc, l'essentiel, soyez toujours disponible. Quand, en tant que parent, vous n'êtes pas disponible pour être à l'observation, à l'écoute de l'enfant, vous passez à côté de l'essentiel. Voilà, soyez à l'écoute et patience. C'est ce que moi je retiens essentiellement de tout ce qu'on a dit. L'écoute, la patience, l'accompagnement. Docteur, qu'est-ce qu'on devrait dire qu'on n'a pas dit? C'est vous le spécialiste du plateau. Et je pense qu'on a tout dit. Et il faut surtout l'accompagnement des psychologues parce que c'est la partie la plus importante de l'équation. Il faut d'abord l'enfant puisse y grandir, puisse avoir besoin d'être accompagné. Parce que lui-même, il va devoir commencer à être dépendant de ses activités, pouvoir s'habiller, tout ça là maintenant. Il va quand même aussi vouloir faire comme tout le monde le fait. Donc, il faut un accompagnement. Il faut toujours aller voir les psychologues ou les psychiatres, selon dans le contexte dans lequel vous êtes. Les orthophonistes sont là également, les kinésithérapeutes sont là. Donc, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Tout le monde a toujours quelque chose à apporter à ses enfants. Voilà. Monsieur le psychologue. Moi, j'ai envie de vous avez la parole. Déjà tout le plateau et surtout étaler pour cette émission et dire une fois encore aux parents que c'est pas un cadeau empoisonné que vous avez reçu et il faut l'accepter. L'acceptation, tout commence par là et restez à l'écoute comme on l'a dit. Apprenez à connaître vos enfants, votre enfant et focalisez-vous surtout sur ses potentiels. C'est ce qu'il est capable de faire de bien. Et fermez les oreilles, les yeux sur tout ce que les gens disent. Parce qu'en lui, il y a du bien. Et c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Merci beaucoup, André Alirono. Avant qu'on ne parte, nous avons un petit quiz qu'on fait entre nous. Nous allons vous soumettre à l'exercice, un petit jeu de culture générale pour détendre un peu l'atmosphère après avoir donc développé notre thématique. Donc, en attendant que j'invite Modeste sur ce plateau, nous allons faire une courte pause avec ce deuxième élément sonore, ce PAD sur la chrysalide. Cette fois-ci, ce sont les responsables qui présentent un peu ce que Mme Adjendadé a dit, le processus d'accompagnement de ces enfants. À tout de suite. Alors, nous accueillons parmi les enfants et les jeunes des autistes, des trisomiques, ceux qui ont des troubles du comportement, un retard intellectuel et le dénominateur commun, c'est le handicap intellectuel. Une personne handicapée intellectuelle, c'est une personne qui a des difficultés pour apprendre, pour retenir, pour comprendre et a des comportements différents de ce que la société attend d'elle en fonction de son âge. Les jeunes qui ont un handicap intellectuel qui viennent à la chrysalide, nous les appelons les challengers parce qu'ils ont beaucoup de défis à relever. Même si vous et moi, nous tous, nous avons des défis à relever. Pour eux, le défi est à relever au quotidien. La manière déjà, même pour pouvoir respirer pour certains, pour manger, pour parler, pour marcher, ça comporte des défis. On peut leur poser des questions, ils vont pouvoir vous donner des réponses si vous posez la question simple, parce qu'avec les personnes handicapées intellectuelles, on utilise le concept facile à lire, facile à comprendre. Donc si la consigne est simple, ils pourront vous expliquer et répondre. Les personnes trisomiques portent 3 chromosomes sur la paire 21 au lieu de 2 chromosomes, d'où la trisomie 21. Cela entraîne généralement une déficience intellectuelle. On commence par accueillir les enfants à partir de 9h et déjà à 9h30, ils prennent leur petit déjeuner. À 10h, les activités commencent,
la praxis. On commence d'abord par la praxis. La praxis, c'est pour travailler la motricité des enfants. Vous allez remarquer que tout à l'heure, au niveau de l'animation, on a chanté, on n'a pas tout démontré. Donc, bref. Donc, déjà à midi 30, nous arrêtons les activités. De midi 30 à 13h, les enfants mangent. Maintenant, de 13h à 15h, ils se reposent. De 15h à 16h, nous participons également aux activités de l'après-midi. D'abord les mardis, ce que les enfants ont fait dans le week-end. Les mercredis, toujours dans l'après-midi, on fait des animations. Les jeudis, on fait des activités ludiques avec les enfants. Voilà, Modeste a prévu quelques questions pour vous. Moi, j'ai la chance au moins de ne pas être soumise à cette interrogation. C'est quelques 5 questions, un maximum. Quiz du jour. Test ta culture, c'est parti. Question numéro 1. Le 20 mars dernier, le monde a célébré la journée internationale de la francophonie. Parmi ces pays, donnez deux français. Les propositions. La France. Non, rassurez-vous, il n'y a pas la France dedans. Ce serait trop facile. Le Luxembourg, la Belgique, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Belgique, Gabon, Côte d'Ivoire, Burkina. Bon. Deux, j'ai même posé 2. Vous êtes hors jeu. Monsieur Ali Renaud. Côte d'Ivoire, Gabon. Je reprends la question. Le 20 mars dernier, on a célébré la journée internationale de la francophonie. Parmi ces pays, donnez 2 où l'on parle français. Le Luxembourg, la Belgique, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Burkina Faso. 5 secondes. Gabon, Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Vous avez choisi le plus facile. C'est tellement évident que vous avez choisi. Allemand, allemand. D'accord. Vous avez raison. Donc, je partage le point entre vous deux. Vous êtes en jeu. Vous hésitez. Non, monsieur Ali Renaud hésite trop. Question 2. Quel est le plus petit pays du monde? Ça, il n'y a pas de proposition. C'est compliqué. Le plus petit pays du monde. Du monde. Wow. 10 secondes. Tu vas désormais prévoir un créneau. C'est une île. Oui, c'est une île. C'est une île. Le pays du monde. J'ai déjà donné une partie de la réponse. Tu as juste dit une île. 5 secondes. Le nom de l'île maintenant. Docteur Félicien Edou, je ne vous sens pas. Il ne reste que 3 secondes. Non, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Guinée équatoriale. Le Vatican. Vatican. Encore que son statut de pays est donc, normalement, ça devait... Bon, on n'a pas encore dit que ce n'est pas un pays officiellement, on n'a pas encore dit. Que je sache, voilà, c'est ça. C'est le pape. Troisième question. Bon, vous avez donné la langue au chat à la deuxième, la troisième question. Écoutez bien, je pense qu'on va vous le montrer à l'antenne. Doit-on écrire à tout à l'heure ou à tout à l'heure? À tout à l'heure, tout sans E, ou à tout à l'heure, tout avec E? 10 secondes. T-O-U-T. C'est votre dernière réponse? T-O-U-T. Votre dernière réponse? Oui, Docteur? André? Je suis la femme. Ici les femmes. Ici les femmes, d'accord. Vous avez raison de suivre les femmes parce que les femmes, on va toujours à bonne destination. Elles ont raison. On l'écrit sans E. Donc T-O-U-T. À tout à l'heure. T-O-U-T. A accent. Tout T-O-U-T. A
préposition toujours et puis l'heure. L'apostrophe, heure après. Ah, vous avez de très bon niveau. On a En bien fait nos orthographe et études. en grammaire, c'est bien fait. Vous avez trouvé la bonne réponse. Peut-être sur la première question, vous n'avez pas vite trouvé. Merci beaucoup. C'était donc l'instant détente de cette émission. Et c'est d'ailleurs sur cela que nous allons prendre congé de mes chers invités. Docteur Félicien Ndou, toujours disponible pour cette émission. Merci beaucoup. Madame Mireille Adjenda de l'ONG Chrysalide, merci pour tout ce que vous faites pour accompagner donc les enfants trisomiques, la maladie dont on a parlé aujourd'hui sur la cour commune. Monsieur Ali Rono André, psychologue clinicien, merci. Et puis Madame Merinton, merci beaucoup pour votre disponibilité à parler donc de ces enfants et pour surtout votre engagement à l'épanouissement de ces êtres innocents et vulnérables surtout. Alors, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de rester en votre compagnie. Je vais retrouver Modeste pour qu'on conclue ensemble, mais le temps de raccompagner mes invités. À tout de suite. Mode et beauté, dernière rubrique de cette émission, Modeste avec vous, mais ce sera moi-même qui vais la présenter. Avec le temps, Nafissat va certainement nous rejoindre, mais pour aujourd'hui, ce sera moi-même. C'est une rubrique où on vous donne des astuces beauté, des astuces mode, comment bien s'habiller, comment associer les couleurs, quel jeans mettre sur quel pantalon ou quel haut mettre sur quel pantalon. Enfin, c'est un peu la logique de cette rubrique. Mais pour tout habillement, il faut d'ailleurs connaître sa morphologie. Donc, c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui pour cette première séquence, pour cette première fois de la rubrique Astuces, mode et beauté. On va essayer de découvrir notre morphologie. Bon, voilà, vous et moi, nous sommes toutes rondes. Selon vous, nous avons quelle morphologie? Le haut. Le haut. D'accord. Il faudrait que je précise déjà que pour cette rubrique, nous aurons des spécialistes, si tout va bien, des fois en studio, d'autres fois, nous allons faire avec les productions de Madame Amanda Saurin, qui est une spécialiste de la mise en valeur des femmes, rédactrice du blog Amour, Mode et Beauté. Donc, tout ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est donc elle qui nous l'a proposé. Et comme vous le savez, une femme qui n'a aucun mal à bien s'habiller au quotidien ne choisit pas ses vêtements que sur un caractère esthétique. Il faut forcément connaître sa morphologie. Et en matière de morphologie, il y a la morphologie en X, il y a la morphologie en V, il y a la morphologie en A, il y a la morphologie aussi en H. Voilà en réalité les quatre morphologies. Il est vrai que certaines personnes parlent de morphologie O. Non, rassurez-vous, je vais en venir. Il est vrai que certaines personnes, certains spécialistes conseillers en images parlent de morphologie O, mais selon Madame Amanda Saurin, eh bien, elle, il n'y a pas de morphologie O. La morphologie O n'existe pas parce que c'est une morphologie un peu qui fait dans de la peut-être ségrégation. C'est-à-dire un peu grossophobe, un peu dans ce genre-là. Une femme qui est ronde n'est pas forcément O. Elle est soit X pulpeuse, O et V pulpeuse, A pulpeuse, un peu comme ce que vous voyez à l'antenne. Donc, soit vous êtes X pulpeuse, soit vous êtes A pulpeuse, soit vous êtes V pulpeuse. Donc, il n'y a pas, selon elle, de morphologie O. Donc vous avez une morphologie généreuse, au fait. Généreuse de devant, de derrière ou d'avant, si vous voulez. Oui, le devant et le derrière sont régis par le type. Si c'est X, vous savez. Si c'est Y, enfin, si c'est V, vous savez. Si c'est A, vous savez. Si c'est H, vous savez. Aujourd'hui, nous allons parler, en l'occurrence, de la morphologie X. C'est quoi cette morphologie X? Eh bien, la régie va nous aider à voir les caractéristiques de la morphologie X. Vous voyez, épaules et hanches dans le même sens, dans le même alignement. La taille marquée, silhouette mince
et très pulpeuse. Donc, quand on parle de taille marquée, en réalité, c'est que vous avez une toute petite taille. Bon, moi, je n'ai pas la taille marquée, encore moins Modeste n'a pas la taille marquée. Ah bon? Donc, non, vous n'avez pas la taille marquée. Une toute petite taille où on arrive à centrer facilement, où il n'y a pas de ventre qui déborde forcément, où vous n'êtes pas obligé de le mettre en dessous des seins. On a la taille marquée et puis la ceinture, elle est là. Vous pouvez avoir des femmes généreuses et avoir bien la taille marquée, mais vous n'avez pas la taille marquée. Ça, je peux vous rassurer. Oui, elle est plus dans la morphologie, je pense. Mais je vais vérifier avec elle plus tard. Donc aujourd'hui, nous parlons de morphologie Inks, beaucoup plus dans la taille de Samira. C'est elle qui nous a d'ailleurs aidé à faire tout à l'heure une voix dans le débat. Donc, c'est elle qui est dans cette morphologie Inks. Voilà donc un peu les caractéristiques de la morphologie Inks. Taille marquée et tout ce que vous avez vu tout à l'heure, si la régie peut nous aider à voir un peu ces caractéristiques-là. Ça, c'est voilà la morphologie Inks. Épaules et hanches dans le même alignement. Taille marquée, silhouette mince à très pulpeuse. C'est-à-dire que vous pouvez être mince comme vous pouvez être pulpeuse, mais vous pouvez donc vous retrouver dans ce registre-là. Alors, la question qui se pose tout de suite quand on connaît sa morphologie, c'est quels sont les vêtements qui m'iraient, qui vont m'aller adapter donc à ma morphologie. Puisque c'est là où on s'en va en réalité après avoir déterminé sa morphologie. Quels sont ces vêtements-là qui pourraient vous aller. Pour ce qui concerne la morphologie Inks, voilà un peu ce qui peut vous aller en caractéristiques. Les robes cintrées ou ceinturées qui soulignent la taille marquée. C'est très important quand vous avez la morphologie Inks. Il faut toujours marquer votre taille. C'est super joli, ça, je vous le dis. Il y a les jupes fluides évasées, taille haute, super jolie également, pour mettre en valeur la taille marquée et souligner subtilement vos hanches. Les pantalons et jeans taille haute, pas très resserrés au niveau des mollets, situés à les hanches prononcées. Il y a également les manteaux ceinturés ou centrés, privilégiez les décolletés en V si vous avez une silhouette pulpeuse ou une forte poitrine. Ça, c'est un peu les conseils. Voilà encore les images. Voilà quelques tendances qui vont avec ces dames, ces femmes belles qui ont la taille Inks, la morphologie Inks, j'allais dire. Comme vous le voyez un peu, c'est cela. Des jeans, des jupes et pantalons, des manteaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà un peu quelques exemples de taille, de taille Inks, de vêtements qui vont aux morphologies Inks. Voilà un peu ce qu'on a à vous dire. Eh bien, quand on dit ça, c'est le moment d'essayer, à découvrir, d'essayer donc de connaître votre morphologie. C'est simple pour le faire, c'est votre tour. Allez dans votre salle de bain, mettez-vous en tenue d'Adam et essayez de vérifier si vous êtes Inks. Pour demain, nous allons parler d'une autre morphologie. Je vais vous le dire donc demain. Aujourd'hui, on a parlé de Inks. Donc, Modeste sait déjà c'est quelle morphologie elle a. Vous savez? Zéro. Simplement la morphologie qui n'existe pas. Non, c'est pas que ça n'existe pas. Donc, vous n'avez rien retenu de ce que j'ai dit. La morphologie, elle existe. Je dis que vous êtes soit Inks pulpeuse. Exactement, c'est pour ça que je dis le haut n'existe forcément pas. Pulpeuse. Bon, il y a certains spécialistes qui estiment que le haut existe, mais bon, comme nous sommes avec Madame Sora, c'est que pour elle, il n'y a pas de haut qui existe, c'est qu'il y a les autres morphologies, mais en taille pulpeuse. Voilà. Je pense aussi qu'à travers cette rubrique, c'est le moment de s'accepter, parce qu'il y a certaines personnes qui se cachent derrière leur tenue, derrière leurs vêtements. Peut-être à cause de ce que pensent les autres, parce que je suis trop mince pour la morphologie Inks et que bon, ça s'aide forcément pas. Mais vous acceptez vos rondeurs. Ah bah oui. Vous allez du court, du super court, de l'ultra court. Et jusqu'au... C'est rare de vous voir porter du long. Vous êtes dans les tendances courtes. Oui, j'adore. Oui, parce que vous acceptez votre... Vous faites avec. Vous aimez vos rondeurs. Et vous avez raison.
Ah oui, vous avez raison. Peut-être que Saint-Tiche, notre réalisatrice du jour, voudrait bien avoir tout ce que vous avez, du monde au balcon, un peu de derrière. Un peu de monde derrière, un peu de ventre. Voilà, alors mesdames et messieurs, c'est tout pour la rubrique mode du jour. On a parlé donc de la morphologie X. Demain, ce sera une autre morphologie. Vous allez le découvrir demain. Faites l'exercice chez vous. Hein. Il n'y a que des avantages à connaître sa morphologie parce que quand on connaît sa morphologie, quand on va dans une boutique, on sait exactement ce qui peut nous aller. On n'a pas besoin. Parce qu'il y a également quelque chose. Vous voyez un vêtement sur une star. Et vous avez envie de commander, le vêtement est dans votre tête, vous devez avoir la même silhouette que la star quand vous allez porter votre vêtement et on dit ce que j'ai commandé, ce que j'ai eu. Et ça revient, vous êtes totalement déçu. Ça fait vraiment mal. Vous ne ressemblez à rien. Voilà, dedans, mais parce que simplement, vous n'avez pas la même morphologie que la star sur laquelle vous avez vu le vêtement. Il faudrait déjà connaître votre morphologie et faire dans votre tête accepter déjà que si moi je coupe tel vêtement, c'est comme ça, c'est à ça que je vais ressembler. Donc il est important de connaître sa morphologie. Faites l'exercice chez vous, vous allez nous dire des nouvelles. Voilà, c'est tout. Merci Modeste, mesdames et messieurs, merci. Et merci également à toute l'équipe de production de cette émission, de la réalisation, évidemment à toute l'équipe technique. Nous remercions également Samirat qui nous a aidé à faire donc ces éléments sonores que vous avez suivis dans cette émission. Merci également à vous Modeste. Mesdames et messieurs, on va se redonner rendez-vous demain avec le même plaisir. Allez, très bonne journée à tous.